Bonjour à tous et à toutes. Euh, alors bon, je suis, si j'ai bien compris, en position d'introduction de tous les thèmes qui vont être traités pendant ces 2 jours. Personnellement, je ne me sens pas expert ni professionnel. Je ne suis pas un professionnel de théâtre. J'ai une petite formation de philosophie. J'ai écrit des livres qui sont surtout lus dans ma famille. Donc voilà, je ne suis pas dans une position en tout cas de monopole ni de domination culturelle. Et je reprendrai ce mot de Gilles Deleuze qui dit que toute culture réelle est toujours minoritaire. Et c'est une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire exister quelque chose de minoritaire à l'heure où ce sont surtout les chiffres qui comptent et les gros chiffres. Pour vous prendre un exemple, pas un exemple, moi j'ai pas vraiment d'arguments à produire, j'ai plutôt vous raconter des histoires que j'ai choisies. La première, c'est une remarque de Jean-Claude Carrière, qui est disparu il y a peu de temps, et qui a écrit un très beau livre. Enfin, il en a écrit beaucoup. Il a écrit aussi beaucoup de beaux films. Il y en a un que j'ai lu hier qui s'appelle Fragilité. Et il dit, voilà, la culture est fragile pour une raison très simple, c'est que les personnages de fiction, ceux qui non seulement ont changé notre vie, mais qui donnent du sens à notre vie, qui nous font comprendre ce qui se passe. Il prend l'exemple du personnage du médecin, le premier grand personnage de médecin finalement dans la fiction, c'est Faust. Hein, c'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Il y a eu ensuite Frankenstein, il y a Docteur Mabuse, après il y a Docteur Folamour, il y a Docteur Moreau. Il fait comme ça la liste des docteurs qu'on ne fréquente pas pour être guéri, mais qui pourtant nous font comprendre ce qui se passe dès qu'il y a de la maladie. Et il dit la grandeur des personnages de fiction, c'est qu'ils sont, pour une raison très simple, c'est qu'ils n'existent pas. Et quand on vous demande de produire des arguments pour essayer de défendre la culture comme essentielle, on a un petit paradoxe, c'est que du point de vue de la biologie, la culture ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a 4,6 milliards d'années, avec selon certaines théories, la naissance, en tout cas, du système solaire et plus tard, ensuite, l'apparition de la vie avec des raisons chimiques, les premières météorites remplies d'eau, avec de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du carbone. Les conditions d'apparition de la vie, dedans, il n'y a pas la culture. Hein, voilà. La nature n'a pas besoin de la culture. Et le problème, quand on parle d'une crise sanitaire, premièrement, fait remarquer Jean-Claude Carrière, il a écrit ça avant la crise sanitaire. La crise sanitaire, ça supposerait qu'elle serait nouvelle, alors qu'il y a des pays où la crise sanitaire est permanente. Allez en Afrique, vous allez voir si le mot crise n'a même pas de sens, parce que c'est tout le temps. Et dans une situation, il faut peut-être regarder dans les endroits où il y a des situations de crise permanente pour se demander si la culture a quelque chose à y faire et peut aider d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai 2 anecdotes qui me viennent. La première, c'est une qui est racontée par Ernest Hemingway dans ce livre qui a été traduit par le titre français, c'est Paris est une fête. Le titre américain, c'est A Movable Feast, c'est-à-dire une fête qui se déplace. Et en ce moment, les seules fêtes qui se déplacent, c'est les manifestations, parce que c'est un des derniers droits qui restent, même si c'est très, très encadré. La semaine dernière, je passais boulevard Saint-Michel, il était vide, apparemment propice à la promenade, mais en réalité, il était entouré des 2 côtés par un nombre de policiers supérieur au nombre de manifestants qui s'étaient déplacés contre la loi de sécurité globale. Et c'était assez étonnant comme vision, puisque ça veut dire que les salles de spectacle sont fermées, les carnavals sont interdits, mais les coups de matraque sont permis. C'est-à-dire que c'est le dernier contact humain qui nous est permis, c'est d'avoir le droit de fréquenter les forces de l'ordre dans des situations d'affrontement. Or, on ne peut pas réduire une vie politique à une situation d'affrontement, et quand on ferme des salles de spectacle qui ont l'air d'être inutiles, inessentielles, en réalité on se prive de l'occasion de se rassembler pour des raisons qui seraient à la fois non politiques et non confessionnelles et qui permettent de faire exister un lien autrement que dans la conflictualité. Vous voyez, quand on a une salle de spectacle ouverte, quand on va au cinéma, on ne sait pas avec qui on y va et on partage quelque chose, même si on ne se parle pas. Et c'est ça qui est en danger lorsque ça disparaît. Alors je vous parlais d'Ernest Hemingway. Hemingway, au départ, il était journaliste, reporter, et à un moment, il a voulu devenir écrivain. Et pour devenir écrivain, il a suivi son rêve, il est venu à Paris, parce que c'était un cliché. Les Américains croient que quand on vient à Paris, on devient écrivain. Il y a une petite, évidemment, condition, c'est d'écrire. Et Hemingway, qui n'était pas idiot, s'est dit, tiens, je vais m'obliger à écrire tous les jours, je vais aller dans un café. Il n'avait pas d'argent à l'époque, donc il commandait une boisson pour la journée, un whisky quand même, mais ça lui tenait la journée. Et il avait son petit carnet, il avait décidé d'écrire une nouvelle par jour.
Il s'était obligé comme ça. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, les cafés sont fermés. Vous pourrez me dire, bah oui, bah, c'est dangereux, les cafés, parce qu'on mange, etc. Oui, mais dans les cafés, on écrit aussi. Et fermer un café, c'est peut-être empêcher Hemingway, l'Hemingway de demain, d'avoir un endroit où écrire. Parce que le café, à l'époque, était chauffé. Lui, il habitait Place Maubert. À l'époque, c'était un quartier pauvre. Donc, il était dans sa petite chambre avec son chat. Il descendait, il prenait son whisky, il passait la journée au chaud. Et lorsqu'il était là ensuite avec sa femme, s'il avait fait venir sa femme à Paris, il voulait toujours devenir écrivain. Il était pauvre. Et il s'est dit, tiens, je vais m'exposer à quelque chose d'essentiel. À l'époque, le musée du Luxembourg était gratuit. Et donc, il allait à pied, il faisait croire à sa femme, il lui mentait, il lui faisait croire qu'il était invité à déjeuner. Ernest Hemingway était un grand costaud, si vous vous souvenez de lui, vous avez peut-être vu des photos. Il aimait boire et manger. Si vous avez lu son livre sur la corrida qui s'appelle Mort dans l'après-midi, il buvait jusqu'à 8 litres de vin par repas. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui avait des gros besoins. Il avait mis de côté ces besoins-là, ou ses désirs, comme vous voulez, pour mentir à sa femme et économiser le prix d'un repas. Et il allait au musée du Luxembourg en évitant de passer devant les boulangeries, les pâtisseries, les cafés et les restaurants pour ne pas être tenté. Il allait voir des tableaux de Cézanne. Et il dit, voilà, j'avais faim. Et en regardant ces tableaux de Cézanne, j'avais l'impression de comprendre quel genre de faim animait Cézanne quand il peignait. Donc il se nourrissait de quelque chose d'essentiel et il était prêt à sacrifier le prix d'un repas, enfin il faisait des économies comme ça, en allant voir des tableaux. Une autre anecdote, vous me direz, Hemingway n'était pas obligé de ne pas manger, hein, vous avez raison. Alors prenons un autre exemple, c'est Primo Levi, qui lui pour le coup était dans une situation différente, c'est dans un camp de concentration et d'extermination, où il était réduit au statut de travailleur essentiel. Il se trouve qu'il était chimiste, que les Allemands avaient besoin de chimistes. Il faisait aussi des travaux manuels, qui étaient considérés comme essentiels. Et à un moment, il raconte qu'il y avait un jeune dans leur groupe, c'était un jeune Français qui s'appelait Jean, un Alsacien. Son surnom, c'était Piccolo, parce que c'était le plus jeune, le plus petit. Et Piccolo, il avait un privilège, c'était que c'était lui qui avait le droit d'aller chercher la soupe. Et dans un environnement de travail manuel dur, aller chercher la soupe, c'est un moment de repos, ça durait 1 heure. Et Piccolo choisit Primo Levi pour l'accompagner pendant cette heure où ils vont chercher la soupe. Et pendant cette heure, Piccolo, Jean, l'Alsacien, demande à Primo Levi, le chimiste italien, de lui apprendre l'italien. Et Primo Levi est là, il dit, je ne sais pas pourquoi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la Divine Comédie, l'enfer, oui, l'enfer de Dante, et en particulier le voyage d'Ulysse. Et il commence à lui réciter, à essayer de retrouver. Mais il ne se souvient pas de tout. Donc c'est un chapitre formidable dans Si c'est un homme, si vous avez l'occasion de le lire ou de le relire. Vous avez Primo Levi qui a 1 heure pour apprendre l'italien ou pour donner des bribes d'italien à Jean. Et il lui récite Dante avec des trous, avec d'immenses lacunes, mais avec un sentiment d'urgence et de nécessité tel que lorsque l'heure commence à se réduire et qu'il ne se souvient pas de tout, et il écrit même, hein, il écrit ça, mais quelques mois après, Primo Levi écrit « J'aurais donné ma soupe ce jour-là pour savoir la suite du vers que j'avais oublié ». Et il décrit cet effort de mémoire qu'il fait pour retrouver ces vers qui lui étaient à ce moment-là essentiels. Il dit « J'étais sur le point de comprendre quelque chose. J'étais sur le point de comprendre le sens de ce que nous étions en train de vivre. » Et il dit « J'aurais tout donné. » À ce moment-là, c'était une soupe, c'était tout, pour essayer d'avoir les vers qui me manquaient. Alors, dans cet exemple, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que dans le mot culture, bien sûr, il n'y a rien d'utile. Hein, vous voyez, une soupe, c'est plus utile. Et d'ailleurs, le chapitre se conclut par la description, par la recette de la soupe. C'est ce jour-là, je crois que c'était des navets et je ne sais plus quoi. Et vous avez soudain des mots utiles qui décrivent le menu, mais qui n'ont plus aucun sens. Et vous avez Dante qui l'avait nourri et la soupe qui ne le nourrissait pas vraiment. La soupe lui permettait de survivre et Dante lui permettait d'exister, d'imaginer ou de résister. Ce chapitre est très très beau. Pour moi, s'il y a un seul argument, c'est celui-là. On ne peut pas imaginer de situation de crise pire, évidemment, qu'un camp de concentration. Je ne vous dis pas que nous sommes dans un camp de concentration, mais en tout cas, c'est une situation intéressante. Et d'ailleurs, Primo Levi le dit, c'est un laboratoire de vie. On comprend ce qui est essentiel ou pas dans ces moments-là. Et Dante, il se trouve que le voyage d'Ulysse, c'était essentiel. Et Primo Levi conclut, en faisant cet effort de mémoire, j'oubliais qui j'étais et où j'étais.
Autrement dit, la culture, ça ne vous sert pas simplement à vous rappeler votre identité, même si là, c'était un Italien qui se souvenait d'un poème en italien. Le vrai poème en italien vous met en relation avec de l'universel et vous abstrait de votre identité. Et c'est ça qu'on perd, je crois, quand on ferme des salles de spectacle. C'est qu'on perd l'occasion de s'abstraire de qui on est. Parce que quand on est au spectacle, on regarde ce qu'il y a sur scène, donc on ne se regarde pas soi-même, on écoute une histoire qui vient peut-être de loin, on regarde des personnages de fiction qui n'existent pas, et on peut sortir de la simple survie pour se mettre à exister sur le plan de la fiction. Et lorsqu'un être humain n'a plus de fiction, il n'a plus cette nourriture qui lui permet de faire autre chose que survivre de manière purement biologique. Voilà. Donc, c'était les deux histoires que je voulais vous raconter. Je ne sais pas si vous pourrez en tirer des arguments. Il y a une réflexion ensuite de Victor Hugo. Victor Hugo a été exilé, il s'est exilé lui-même, vous le savez. Et d'ailleurs, il a écrit Les Misérables en exil. Il n'a pas écrit Les Misérables à Paris, il était en exil. Et il a écrit également une préface à un livre qu'écrit son fils sur William Shakespeare. Et dans cette longue préface à l'œuvre traduite par son fils de William Shakespeare, il fait la remarque suivante, il dit voilà, la science et l'art, souvent on les oppose, et on a raison. Il dit parce que la science cherche le mouvement perpétuel. Vous savez, c'est une vieille lubie de la science, c'est d'essayer d'inventer un mouvement qui se nourrisse lui-même, qui s'entretienne lui-même. Il dit elle a inventé, elle a découvert, c'est elle-même. Oui, parce que la science se dépasse toujours elle-même. Si vous comparez la science de cette année avec la science de l'année dernière, ceux qui lisent la science actuelle en biologie, sur les vaccins, etc., ont appris des choses. Et la science de cette année a dépassé celle de l'année dernière. La science d'aujourd'hui a dépassé celle d'il y a 25 siècles. Il dit alors que, du point de vue de l'art, il n'y a que des sommets. Attention, quand c'est réussi, évidemment. Donc il parle de Shakespeare, il parle de Dante, peut-être qu'il pense un peu à lui aussi, il pense un peu à Victor Hugo quand il écrit ça, mais il ne le dit pas. Et il dit la phrase suivante, je cite approximativement, mais c'est le sens, il dit « Shakespeare ne réfute pas Dante, et ne réfute pas non plus Échille, et ne réfute pas Sophocle. » C'est-à-dire que ce qui est beau et vrai et parfait au XVIe siècle ne devient pas faux au XXIe siècle. Et c'est même l'inverse, vous en avez la preuve, puisque Primo Levi, en plein milieu du XXe siècle, est sauvé par Dante. Enfin, est sauvé par la soupe, bien sûr, est sauvé par son métier de chimiste, mais ce qui lui donne envie de vivre, c'est Dante. Et pourtant, depuis, il y a eu Shakespeare, et puis depuis, il y a eu la science. Bon, pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça n'a pas besoin de commentaires. Le seul véritable argument pour la culture, c'est que quand il y a une réussite, elle n'est pas dépassable. Et elle a donc pour sens d'être maintenue telle qu'elle. Et donc, comme disait Jean-Claude Carrière, elle est fragile. Parce que si vous ne la répétez pas, si vous ne faites pas revivre cette tradition, elle disparaît, puisqu'elle n'a aucune nécessité. Et c'est pourquoi elle est précieuse, parce qu'elle est inutile. Alors Ionesco le disait différemment, puisqu'on est dans un théâtre. Ionesco avait un texte très célèbre où il parle de l'utilité de l'inutile, et inversement, de l'inutilité de l'utile. Bon, c'est pas un simple jeu de mots. Je veux dire par là que si vous vous contentez de faire, on entendait le mot commerce tout à l'heure, si vous vous contentez d'échanges commerciaux, vous allez être simplement dans l'échange de ce qui est utile à votre survie, mais c'est inutile du point de vue spirituel. Voilà, par exemple, ce n'est que matériel. Et inversement, ce qui vous paraît inutile du point de vue de la survie, en réalité, c'est ça qui va vous faire tenir, c'est ça qui aura du sens, c'est ça qui va vous obséder. Et c'est pourquoi, probablement, j'imagine, les églises sont ouvertes alors que les salles de spectacle sont fermées. Jean-Claude Carrière, dans ce livre Fragilité, ne commande pas cette décision, puisqu'il écrit le livre avant, mais laisse entendre quelque chose d'étonnant sur le sujet. Il dit, quand vous regardez un spectacle, vous avez affaire à une fiction, vous avez affaire à quelque chose qui n'existe pas, mais vous n'êtes pas dans l'illusion. C'est quoi la différence? Une illusion, vous savez que c'est pour de faux. Enfin non, vous ne le savez pas justement, vous êtes pris dans l'illusion. Une illusion, vous la subissez. Vous croyez que quelque chose existe alors que ça n'existe pas. Vous êtes prisonnier de votre illusion. Vous pouvez tomber même malade avec des illusions. Alors que la fiction, c'est une convention. Vous êtes assis, vous savez que vous venez voir un spectacle, vous savez que c'est pour de faux. Et comme c'est pour de faux, ça a de la valeur. Pour vous, c'est pour de vrai, au moins pendant le temps de la représentation. Et les personnages qui vont résister le mieux, ça va donc être les personnages de fiction. Et quand on ferme des salles de spectacle, eh bien, on s'interdit cette prière laïque qu'est la fiction,
puisque on sait que ça n'existe pas, et c'est pour ça que ça a de la valeur. Et c'est probablement pour ça qu'on les ferme. On se permet de les fermer, parce qu'on sait que c'est pour de faux, et qu'on ne va pas se retrouver avec des illuminés qui vont protester parce qu'on a fermé les espaces de fiction. Et pourtant, nous dit Primo Levi, ce sont les espaces de fiction qui nous permettent d'exister véritablement. J'ai une dernière anecdote, elle est racontée par un philosophe, c'est une petite histoire que racontait Gilles Deleuze, c'est une histoire de Kierkegaard, et c'est une histoire très simple, c'est l'histoire d'un homme assis, en train de lire le journal, chez lui, et qui soudain pose son journal, se précipite vers la fenêtre, l'ouvre en grand, et crie « du possible, sinon j'étouffe ».